Mesdames et messieurs, bonjour, et surtout, ladies and gentlemen, puisque aujourd'hui, on va parler des élections américaines. Oui, je pense pas que vous avez été assez indifférent à cette campagne présidentielle entre Trump et Biden, qui est devenu Kamala Harris. Il y a tellement de choses à dire que il faudrait 3 heures pour parler de toutes les élections américaines. Alors vous inquiétez pas, on va faire un petit peu le récap, surtout de ces 24 dernières années, puisque depuis 2000, l'Amérique a connu des bouleversements mais monumentaux, surtout pour cette dernière campagne. Mais c'est pas tout. Alors c'est parti, générique. Alors non, les élections présidentielles américaines ne datent pas d'hier, mais d'avant-hier, de plusieurs centaines d'années. Et ça a commencé en 1789 avec George Washington qui a été élu comme premier président. Et c'est vrai que ce système qui a été mis en place, c'est depuis la création de la Constitution des États-Unis. Tu veux aller sur ce clavier, disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Mais alors quelle fréquence? Tout simplement, tous les 4 ans. Et c'est pas n'importe quel moment de l'année puisque c'est en fin d'année. Après l'été vient l'automne. Et c'est à cette saison que les Américains, enfin plutôt les hommes qui sont dans les champs, qui s'occupent des récoltes, qui s'occupent de faire leur activité, ils ont plutôt besoin de faire leur récolte dans cette époque-là de l'année. Donc il y a d'abord les récoltes et ensuite il se rend aux urnes. Bien sûr, les époques ont changé, c'est pas forcément la même chose, mais les mœurs sont un petit peu gardées cet esprit-là et c'est pour ça que on se retrouve pas à voter pour un président ou une présidente au mois de juillet ou à un autre moment de l'année. Ça peut changer bien sûr, mais pour l'instant, et ça a toujours été comme ça, c'était à cette époque-là. Si on avait tellement de présidents à citer, on en aurait 3 principaux. Bien sûr, il y en a 46 depuis le début. Entre le premier et maintenant, on en a 46. Mais, à mon goût, il y en a 3 qui restent assez importants si on ne compte pas ceux de ces 20 dernières années, puisqu'on va les évoquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors d'abord, on a Abraham Lincoln, élu entre 1861 et 1865. Et ça, c'est une figure emblématique de l'abolition de l'esclavage et de l'unification du pays pendant une guerre de sécession. La guerre de sécession, concrètement, c'est les États-Unis qui se font la guerre aux États-Unis. Oui, c'est vrai que c'est assez facile comme explication et un peu trop simpliste, mais c'est pour dire que une partie du pays, enfin plutôt on va dire du continent, était vraiment en désaccord avec une autre partie, voilà, le nord contre le sud, et ça a fait des guerres assez marquantes pour l'histoire du pays. Et encore aujourd'hui, on en a des traces. Ensuite, on a Franklin Roosevelt, entre 1933 et 1945. Et là, ce président-là, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant la Première Guerre mondiale a été forte, mais la seconde a été meurtrière, a été surtout très violente. Déjà pour les Américains, même si la guerre a commencé en 1939, eux, ils ont plutôt été touchés à partir de 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor. Et c'est ça qui a vraiment fait en sorte que les Américains s'impliquent davantage et qu'ils essayent de sauver un petit peu l'Europe et le reste du monde face à l'alliance qu'avait fait Hitler. Et puis, plus récemment, on avait John Fitzgerald Kennedy entre 1961 et 1963. Alors, oui, 63 et pas 64 ou 65. Pourquoi? Puisque cet homme qui a vraiment montré un symbole de la modernité, il a été assassiné en 1963, le 22 novembre 1963, par Lee Harvey Oswald. Et là, bon alors bien sûr certains vont
penser à une autre thèse, mais celle qui est la plus donnée, la plus expliquée, on va dire la piste principale, c'est que cet homme, Lee Harvey Oswald, était vraiment un fervent défenseur du communisme et Kennedy, lui, était plutôt du côté des Américains. Et en pleine guerre d'idéologie, de guerre froide, entre les deux, la Russie, donc l'ex-URSS et les États-Unis étaient à 2 doigts de nous faire la 3e guerre mondiale. Et il a tiré dans la tête du président, cet homme qui avait fait en sorte qu'on puisse marcher sur la Lune, qui avait entamé les projets et qui était vraiment l'homme phare de ce projet-là. Et il a perdu la vie ce jour-là, alors qu'il n'avait même pas fini son mandat, il voulait en faire un 2e. Alors, c'est quoi la différence entre un démocrate et un républicain? Déjà, un démocrate, ça a tendance à être plus progressiste, souvent avec des droits civiques, les protections sociales, une économie régulée, pas beaucoup de soutien bien sûr dans certains pays, mais principalement on les retrouve dans des États comme la Californie, New York et le Nord-Est. Alors plus récemment, c'est plutôt, si on devait vraiment résumer assez spécifiquement, ce serait plutôt la gauche en France. Gauche ou extrême gauche. Et puis on a les républicains. Là c'est traditionnellement plus conservateur, avec des libertés économiques, le droit au port d'armes, la réduction d'impôts. Là aussi ils ont forcément des États qui sont contre ce parti-là, mais ils arrivent à s'imposer dans le Texas, le Midwest et plein d'autres États qui sont avec ces thèses-là. En fait, un État, même si d'une élection à une autre, il peut basculer, il reste principalement d'un côté ou de l'autre. On a toujours des partis qui essaient de s'imposer, mais au final, le duel, ce sera toujours démocrate face à républicain. Et c'est pour ça que, comme en France, on se retrouve avec des primaires. Parce qu'il n'y a pas forcément dès le début un seul candidat. Des fois, il y en a plusieurs, et il suffit de faire ces primaires-là pour avoir le candidat. Mais les systèmes sont assez différents, puisqu'en France, le président il est élu au suffrage universel direct. Alors qu'aux États-Unis, c'est un système assez complexe, avec des grands électeurs qui déterminent l'élection. Et même si ça peut montrer un petit peu une sorte de polarisation entre soit les démocrates ou soit les républicains, on se retrouve quand même avec des personnes qui suffisent d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner. Par exemple, si on prend un État clé ou pas, ça va pas être... Potentiellement, il y aura pas mal d'électeurs qui vont voter pour les démocrates. Mais au final, si l'État est plutôt républicain, il suffit juste qu'il y ait quelques voix de plus et c'est la majorité qui l'emporte. C'est pour ça que sur les cartes, on voit principalement soit du bleu ou soit du rouge. On voit pas tous les petits électeurs, ça serait trop facile sinon. Pour l'an 2000, déjà on va remonter 24 ans en arrière et on peut dire que c'est une sorte de vengeance familiale qui a été réussie. Concrètement, on avait d'un côté Al Gore pour les démocrates et George W. Bush pour le parti des républicains. Et si on se rappelle bien, en 1992, Bill Clinton était président des États-Unis. C'était le 42e président des États-Unis. Il avait battu le père de George W. Bush. Donc il l'a battu, il a fait ses 2 mandats. Bien sûr, l'économie était assez prospère sous Clinton, mais il y a eu aussi des polémiques comme l'affaire Monica Lewinsky, sa secrétaire avec qui il n'aurait pas dû faire certains jeux d'adultes. George W. Bush remporte ces élections avec 271 grands électeurs contre 266 pour Gore. Le match était assez serré, mais il suffit juste de 270 électeurs, enfin plutôt grands électeurs, pour remporter l'élection. 2004. Là, franchement, c'est du pain béni, puisque on se retrouve de nouveau avec George W. Bush, côté républicain, et face à lui, John Kerry, pour le Parti démocrate. Et si il essaye de faire son bilan, Bush, en 2001, il a essayé de lutter
contre les attentats du 11 septembre. Il a fait quoi? Sa réponse, c'était d'aller attaquer l'Irak. En 2003, l'Afghanistan et tout ce qui va avec. Essayer de montrer que les États-Unis ne se laissent pas faire par le Moyen-Orient. La guerre ne dure pas, on va dire le conflit entre le Moyen-Orient et les États-Unis, c'est pas récent. Mais c'est dans ces années-là que Bush a essayé de montrer qu'il était un homme important et que c'était pas n'importe quel président. Et le fait de s'impliquer dans le terrain de l'armée, ça a donné une image particulière, assez controversée, mais qui lui a permis, on va dire, de gagner. Franchement, qui pouvait s'y attendre dans un pays où quelques années auparavant, l'esclavage était quelque chose de normal, de banalisé, avec un coin pour les blancs, un coin pour les noirs, que la couleur de peau était quelque chose d'important à catégoriser pour classer les gens. Qui pouvait s'y attendre qu'on aurait le premier président afro-américain à être élu? Oui, je pense que vous l'aurez compris, je veux bien parler de Barack Obama, du Parti démocrate, qui a gagné l'élection face à John McCain, du camp des républicains. Et là, concrètement, au niveau du contexte, c'est pas sa couleur de peau qui l'a fait gagner, bien sûr. Et heureusement, c'est le fait que les États-Unis, première monnaie mondiale, c'est les dollars. C'était au bord du crash, avec une crise financière éprouvante. Je vous rappelle que la dernière en date qui était bouleversante, c'était en 1929. Alors je suis pas là pour faire le prof d'histoire, mais cette année-là, ça avait provoqué tellement de choses qu'en Allemagne, un homme avec la moustache assez courte proposait et voulait dire, surtout à son peuple, qu'il était le Führer, qui était là pour eux, qui est pour les protéger du crash boursier, que les États-Unis c'est pas bien, qu'il faut faire leur truc à eux. Enfin, c'est un petit peu ça qui a fait le début du nazisme, de la guerre, et c'est ça qui a emporté un petit peu la Seconde Guerre mondiale. C'est pas forcément que à cause du crash, mais ça a été la raison qui a lancé ce sursaut et cet engouement. Donc se dire que la crise financière ça n'a pas forcément d'impact, c'est faux. Bon, le contexte n'était pas forcément le même, mais revenons en 2008, la crise a été tellement impactante que la plupart des pays, que ce soit plutôt dans l'Occident ou ailleurs, la répercussion a été forte. La victoire est écrasante, avec 365 grands électeurs contre 173 pour McCain. Devinez qui est resté pour un deuxième mandat? Je vous le donne en mille, c'est Barack Obama. Encore du Parti des démocrates, il n'a pas changé de camp. Il était contre Mitt Romney du camp des républicains. Et là, Obama, en fait, il se bat pour défendre sa réforme de la santé, qui est face à une opposition farouche. Mais quand je vous dis farouche, le mot est faible. C'était très opposant et très spécifique par rapport au contexte, avec l'Affordable Care Act. Alors là, c'est la nouveauté. C'est vrai que dans les années 80, on avait Reagan, le président qui était acteur, pour ensuite être président. Là, on avait l'homme d'affaires milliardaire, Donald Trump, donc du Parti républicain, contre Hillary Clinton, du camp démocrate. Mais attendez, ça vous dit rien, Clinton? Eh oui, Hillary Clinton, c'est bien la femme de Bill Clinton. Alors non, je pense pas que Bill voulait faire son retour et qu'il aurait gagné. Et c'est sa femme qui s'est dit vas-y, c'est à mon tour, je tente ma chance. C'était la première femme à être candidate pour la présidence dans un grand parti. Et Trump, lui, il a jamais voulu se présenter. Il avait des ambitions, mais on l'a jamais vu faire ça. C'était un outsider populiste. Et la campagne, elle a tellement été marquante qu'il a gagné avec 304 grands électeurs contre 227 pour elle. Pour 2020, on va rire jaune, puisque la campagne va se tourner autour du Covid-19, ce virus qui a fait son émergence en Chine, à Wuhan,
On a aussi des violences raciales, Black Lives Matter. Ça, c'était vraiment dans les images, dans la tête des gens. Ça a quasiment tout fait changer les votes. Face à ça, on a quoi? On a Biden qui se présente contre l'alternative face à Trump. Le vote, c'est pas forcément voter pour Biden, mais c'est de voter contre Trump. C'est ça l'image qu'il veut donner pour essayer de remplacer le milliardaire qui a été président pendant 4 ans. Alors bien sûr, Trump, il va pas se laisser faire. Même si Biden remporte 306 grands électeurs contre 232, avec Biden qui obtient plus de 81 millions de voix, ça va pas empêcher que Trump, il dise non. Non, il a dit non. Il a dit non, j'ai gagné, les élections elles sont truquées, on veut pas dire la vérité, je suis le nouveau président, c'est pas lui qui a gagné, c'est moi. Et janvier 2021, normalement, on devait avoir une investiture normale, sans trop de problèmes. Et ben là, non, l'invasion du Capitole. Biden, qui est usé, distrait, et surtout qui fait des gaffes à longueur de journée, il se retrouve avec une image, mais vraiment pas avantageuse pour les démocrates. De base, ça devait faire à nouveau un duel Biden contre Trump. Et ben non, à la dernière seconde, on va dire, il a laissé sa place à sa vice-présidente Kamala Harris pour qu'elle puisse faire campagne et être la future présidente. Et pourtant, ça a failli passer, mais Trump était de retour, remonté comme jamais pour revenir à la place de président. Et les élections lui ont été très favorables puisqu'il a dépassé les 270 électeurs et normalement s'il ne se fait pas tirer dessus une nouvelle fois comme cette année, normalement il devrait rejoindre la Maison Blanche et être de retour. On ne sait pas ce qui peut se passer, l'année n'est pas terminée, là on est au mois de novembre, il vient tout juste d'être élu, tout est possible, sachant que on a les élections américaines, mais on a aussi les élections de mi-mandat. Quand les personnes votent, c'est pas forcément pour dire soit l'un, soit l'autre, mais c'est aussi pour les institutions. Donc concrètement, c'est ce genre d'élection qui est crucial pour l'Amérique, pour les Américains, et surtout pour le monde entier. They can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA.